Et donc ce soir, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Yannick Mélier, donc, qui est astronome ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Yannick est spécialiste de cosmologie, d'études des grandes structures, de l'énergie noire, de la matière noire. Il a été l'un des précurseurs pour les études d'arc gravitationnel, donc les effets d'arc gravitationnel à grande échelle. Et puis après, il a appliqué donc, ces méthodes cette technique aux méthodes de cisaillement gravitationnel pour étudier l'univers, la répartition de la matière et l'énergie à grande échelle. Il est très impliqué depuis de nombreuses années sur ce type de programme, notamment avec des observations faites au télescope Canada-France-Hawaï, avec le centre de données dont il a pris la responsabilité, qui se trouve ici dans nos murs à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il est également donc responsable de la mission Euclide, qui est une mission donc, de l'Agence spatiale européenne qui a été récemment sélectionnée et qui va travailler sur ces questions. Il a obtenu de nombreuses distinctions, et notamment la médaille d'argent du CNRS il y a quelques années. Et donc ce soir, il nous parle donc, de matière noire et énergie sombre. Que va nous apprendre Euclide? Donc je t'en prie, Yannick. Bien, merci Guillaume. Donc, je vais vous parler effectivement de la mission spatiale Euclide, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui a été sélectionnée en octobre 2011 pour un lancement prévu, si tout va bien, en 2020, et dont l'objectif est de comprendre pourquoi l'univers est en expansion accélérée. Et ce dont je vais vous parler, eh bien, c'est les motivations scientifiques de cette mission, ses objectifs, et ensuite eh bien, l'état actuel de la mission dans sa phase qui est très proche du début de la construction. Alors, tout a commencé en fait pour remonter au début des années 30 à la mise en évidence par Edwin Hubble de l'expansion de l'univers, donc qui est basée sur des observations où on compare en fait la vitesse des galaxies, la vitesse des galaxies relativement à la Terre, et on compare cette vitesse à la distance de ces galaxies. Et Edwin Hubble a montré qu'il existait une relation simple entre la distance d'une galaxie et sa vitesse d'expansion, donc qui caractérise donc la vitesse par rapport à nous, et c'est une voie linéaire qui ne dépend que d'une seule constante qui s'appelle la constante de Hubble. Donc en fait, plus une galaxie est distante relativement à la Terre, plus sa vitesse relativement à nous est grande, et c'est une vitesse d'éloignement. Donc le fait que ce soit une vitesse d'éloignement, ça nous montre que notre univers est en expansion. Et que veut dire que l'univers est en expansion? Les galaxies elles-mêmes ne bougent pas, c'est l'univers lui-même qui grandit, ce qui fait que si vous voyez l'univers à deux instants donnés, eh bien, vous allez voir que la grille, elle, a grandi, parce que l'univers grandit. Les tailles des galaxies, elles, n'ont pas changé, elles sont toujours de même dimension, et la distance entre les galaxies s'accroît. C'est ça le phénomène d'expansion de l'univers, c'est bien l'univers qui est en expansion, les galaxies elles-mêmes ne bougent pas nécessairement dans cet univers. Alors c'est quelque chose qui est parfaitement connu, qui est bien établi sur un certain nombre de faits observationnels dont on peut débattre, mais pour le moment c'est parfaitement consolidé et on ne voit pas de contradiction sur les observations dont on dispose qui pourraient remettre en cause potentiellement cette expansion. Alors, étant donné qu'elle est fondée quand même sur une base extrêmement solide, on a regardé ensuite plus en détail les propriétés de cette expansion, et en 1998, deux grandes équipes simultanément ont observé un autre phénomène en regardant en fait les luminosités apparentes des supernovae de type 1A. Ce sont des étoiles très particulières qui émettent très sporadiquement une très forte luminosité, et la luminosité absolue de ces galaxies au moment du maximum de brillance de leur luminosité, le maximum de leur luminosité, est la même pour toutes ces supernovae de type 1A. Ce qui fait que si vous voyez une différence de luminosité apparente de ces galaxies, ce n'est qu'un pur effet de distance. Alors, si c'est un pur effet de distance et que Hubble a raison, en supposant que l'univers est en expansion, eh bien, on peut très simplement relier la luminosité apparente à la distance en mesurant le décalage spectral de ces supernovae et établir si la loi de Hubble est bien établie. Eh bien, en faisant ça, ils se sont rendus compte qu'on peut effectivement approximativement mesurer la relation de Hubble, mais il existe en fait une toute petite différence qui provient du fait que la luminosité apparente
des supernovae de type 1A, une fois corrigées de l'expansion pour donner leur luminosité absolue, ne donnaient pas exactement la prédiction de l'expansion. Il semble que cette expansion, elle a aussi un taux léger d'augmentation qui provient d'une accélération d'expansion. Et donc, en comparant la luminosité apparente des supernovae par rapport à celle prédite par l'expansion, ils se sont rendus compte qu'il fallait ajouter un terme qui est un facteur d'accélération d'expansion. Et cette accélération d'expansion, lorsqu'elle a été trouvée, était fondée sur environ une quarantaine de supernovae qui a vite été multipliée par un facteur 2. On s'est retrouvé avec 80 supernovae qui ont mis en évidence cette accélération. Mais vous voyez que depuis, eh bien, on a un très bel échantillon d'environ 500 et même plus supernovae pour le moment, qui en fait montre en fonction de la distance, donc du décalage spectral de la supernova, comment évolue la luminosité apparente et la luminosité absolue des supernovae. Et la courbe en noir que vous voyez, c'est la prédiction que l'on aurait pour un univers en expansion accélérée. Alors ce qui est important de voir, c'est qu'au départ, cette accélération était quand même mise en doute. Il y a énormément de facteurs qui pourraient contaminer l'information provenant des supernovae, et qu'il a fallu un certain nombre d'années et des observations différentes, pas simplement les supernovae, pour consolider cette évidence d'une accélération d'expansion. Et aujourd'hui, le critère de confiance, le degré de confiance que l'on a sur la validité de l'accélération de l'expansion est celui-ci. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, toutes les observations corroborent le fait que l'univers n'est pas simplement en expansion, mais que cette expansion s'accélère. Alors, le sens que donne cette accélération de l'expansion, c'est qu'un objet est en fait légèrement plus éloigné en distance que ce que prévoirait un univers sans accélération. Et cet écart de distance, qui est infime, il a fallu des mesures extrêmement précises pour le mesurer. Et c'est grâce à ces mesures que Perlmutter, Schmidt et Riess ont eu le prix Nobel, parce que l'importance et la mise en évidence parfaitement consolidée de cette accélération d'expansion est due en fait à leurs observations de supernovae. Alors, aujourd'hui, en 2014, un certain nombre d'observations de nature très différente des supernovae confirment cette accélération d'expansion. Et de la même façon qu'on pouvait mettre en doute l'expansion elle-même il y a encore quelques années, maintenant il devient difficile de mettre en doute l'accélération de cette expansion. Alors ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième, c'est que lorsque l'on regarde maintenant les supernovae en fonction du décalage spectral et qu'on regarde l'écart par rapport à des modèles d'univers, donc voici un univers ici qui serait en accélération depuis le début des temps, depuis le Big Bang. Un univers ici qui était en décélération dans le passé, et puis des univers qui auraient été en décélération continue depuis le Big Bang. Eh bien, on se rend compte, par les observations, ici il s'agit d'observations de supernovae, mais maintenant c'est corroboré par l'observation des quasars, on se rend compte qu'on dévie par rapport à un modèle d'accélération continue de l'expansion de l'univers. Et lorsque l'on remonte le temps, vous voyez ici à décalage spectral, eh bien la déviation est de plus en plus évidente et elle montre que dans le temps, en remontant le temps, l'univers n'était pas en accélération, mais était plutôt en décélération. Donc c'est quelque chose de vraiment très important, c'est que les informations dont on dispose aujourd'hui montrent non seulement que l'univers est accéléré, est en expansion accélérée aujourd'hui, mais qu'il y a quelques 5 à 7 milliards d'années, il était en phase de décélération. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre maintenant le phénomène de l'accélération de l'univers. Alors, si l'univers a subi une phase de décélération et puis ensuite une phase d'accélération, eh bien, dans les scénarios cosmologiques que l'on va construire, on est obligé d'introduire maintenant une phase nouvelle dans notre univers. D'abord, trouver pourquoi l'univers est en accélération. Et lorsqu'on a une accélération en physique, eh bien, il faut une interaction qui soit responsable de cette accélération. C'est les lois de la physique
trouvent des effets qui sont les accélérations, il faut en trouver les causes qui sont les forces, selon Newton. Maintenant, on parle plutôt d'interaction, mais le phénomène est celui-ci. Il faut que l'on trouve la source de cette accélération. Alors, comme on ne la connaît pas pour le moment, on va appeler ça génériquement énergie sombre. Mais comme on est passé par une phase de décélération puis une phase d'accélération, eh bien, il faut qu'on puisse interpréter ce phénomène. Et ce phénomène, lorsque l'on regarde les supernovae et les quasars, eh bien, on se rend compte que comme on a eu une phase d'accélération, notre univers il a subi en fait, au cours de son histoire, 3 grandes étapes. La première que l'on connaît en particulier grâce au satellite Planck et d'autres satellites, c'est qu'à un moment l'univers était dominé par le rayonnement et non pas par la matière dont il était constitué. On sait qu'il y a eu une phase de transition où l'univers est passé par un mode dominé par la matière qui le constituait. Et comme la matière, elle, est responsable, subit la gravitation, elle crée effectivement des phases de décélération plutôt que d'accélération. L'univers, s'il n'y avait pas de source d'accélération, finirait par retomber sur lui-même par cet effet de décélération. Et donc on a une phase qui est dominée par la matière, et enfin, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que notre univers a terminé sa phase de décélération et est rentré dans une phase d'accélération. Et donc, la nouvelle phase de l'histoire de l'univers, c'est celle-ci, c'est un univers dominé par l'énergie sombre, et cette phase est relativement contemporaine. Alors, contemporaine, quand je dis que la décélération était dominante à 7 milliards d'années-lumière et qu'elle l'est plus à 7 milliards d'années par rapport à maintenant, on peut se dire que ce n'est pas vraiment contemporain, mais relativement à l'échelle des phénomènes de la physique qui se déroulent entre la phase dominée par le rayonnement et aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est relativement contemporain, simplement parce que ce qu'il faut comparer, ce n'est pas les nombres d'années, mais l'échelle des phénomènes relativement au nombre d'années dont on dispose. Et c'est pour ça que l'on dit que c'est un phénomène contemporain. Alors on se retrouve donc avec un univers qui dispose maintenant d'une phase d'accélération. L'accélération, on n'en connaît pas la cause, mais elle crée dans notre compréhension de l'histoire de l'univers maintenant une nouvelle phase qui est une phase contemporaine d'accélération. Et enfin, le dernier phénomène que l'on constate, c'est que quand on regarde la source responsable de cette accélération, donc qui en est la cause, qu'on va appeler énergie sombre, et qu'on regarde quelle est la contribution relative de cette énergie sombre dans les contributions matière-rayonnement de l'univers, matière-énergie de l'univers, eh bien on se rend compte que cette énergie sombre, aujourd'hui, domine très largement les contributions matière-énergie de notre univers. Donc on a maintenant un univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui serait vraisemblablement composé de 70% d'énergie sombre, d'environ 25% de matière noire, et le reste serait la matière ordinaire et d'autres composantes comme les photons ou les neutrinos. Donc notre univers tel qu'il est décrit aujourd'hui, et les descriptions, l'explication des phénomènes, des observations, est parfaitement représenté par un scénario qui comprendrait de la matière noire et de l'énergie noire, mais ces deux composantes représentent 95% du contenu matière-énergie de notre univers, mais on n'en connaît pour ni la matière noire ni l'énergie sombre, on en connaît la nature. Donc on se retrouve avec un gros paradoxe qui peut justifier qu'on mette en doute cette explication matière sombre et énergie sombre, mais pourtant on arrive à expliquer tous les phénomènes en incluant quelque part ces deux choses qu'on pourrait appeler des épicycles, et qui sont aujourd'hui les grands objets de la physique, trouver la nature de la matière noire et trouver la nature de l'énergie sombre. Alors pourquoi l'univers est en expansion accélérée? Donc il faut tenter d'expliquer d'où il provient, donc il faut faire appel à des scénarios théoriques pour en tenter d'expliquer la nature de cette énergie sombre, et puis ensuite confronter ces scénarios à ce que nous apporte l'observation astrophysique, et en particulier les grandes cartographies du ciel qui explorent l'univers à très très grande échelle. Donc, deux questions qui nous préoccupent: quelle pourrait être la nature de cette énergie sombre, et comment les observations peuvent nous aider à répondre à cette question. Alors pour le moment, les trois grandes hypothèses dont on dispose pour tenter d'expliquer l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers, c'est soit qu'il existe effectivement dans la nature une interaction nouvelle, complètement nouvelle, qui serait une véritable interaction énergie noire,
et dont une des propriétés serait sa nature répulsive, qui s'opposerait à la nature attractive de la gravitation. Donc on aurait un scénario où on aurait un combat de titans aujourd'hui entre une force attractive et une force répulsive, l'une produite par la gravitation, l'autre produite par l'énergie sombre. Mais il existe en fait une hypothèse, une alternative à ce scénario. Ce serait de considérer qu'on ne doit pas ajouter une nouvelle composante à cet univers, on doit simplement remettre en cause notre théorie de la gravitation. Aujourd'hui, tous les scénarios de la cosmologie dont on dispose sont fondés sur l'hypothèse que la théorie de la relativité générale fonde la gravitation telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette théorie de la relativité générale proposée par Albert Einstein en 1915. Et la théorie de la relativité générale est un cadre théorique qui explique parfaitement notre cosmologie aujourd'hui, sauf ces déviations avec l'expansion accélérée de l'univers. Et ça l'explique à tel point parfaitement, c'est que vous en servez tous les jours, puisque tous les GPS actuellement dont on dispose, et donc vos téléphones, lorsque vous utilisez un GPS, utilisent en fait des calculs qui prennent en compte les déviations relativistes dues au champ de gravitation de la Terre. On a une telle précision sur la mesure de nos positions sur Terre qu'on est obligé de prendre en compte des termes correctifs qui prennent en compte la relativité générale. Donc on sait en particulier que la relativité générale est une très très bonne théorie localement, au niveau de la Terre, du système solaire et même de la galaxie. Par contre, au-delà, pour le moment, on n'a aucun moyen, on n'a aucune observation qui nous permette d'explorer jusqu'à quel point la théorie de la relativité générale est correcte aux très très grandes échelles. Et en fait, il est tout à fait possible qu'au-delà des échelles du milliard d'années-lumière, cette théorie demande des termes correctifs. La relativité générale n'est plus une bonne approximation de la théorie de la gravitation aux très grandes échelles. Et dans ce cas, ce n'est pas une nouvelle interaction qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, c'est simplement une remise en cause, une correction que l'on doit apporter à la relativité générale. Alors ça, c'est l'alternative, et elle est en fait aussi pertinente que l'idée d'une interaction nouvelle. Et en fait, il existe une troisième hypothèse, ce serait le fait qu'on peut tout à fait remettre en cause un des principes fondamentaux de la cosmologie qui stipule que l'univers est homogène et isotrope. Or, dès que l'on part d'un principe de cette nature, comme l'homogénéité et l'isotropie de l'univers, ce principe impose comment on doit mesurer des distances dans cet univers. Donc, dès que vous avez défini un univers comme étant homogène et isotrope, il n'y a qu'une seule façon de définir des distances, donc des distances apparentes, des luminosités apparentes, et il est tout à fait possible donc que si on remet en cause le principe cosmologique, même partiellement, eh bien, nos calculs de distance ne sont pas rigoureusement calculés, et donc lorsque l'on calcule des termes correctifs aux supernovae, on pense qu'il s'agit d'une accélération et c'est simplement des mauvais calculs de distance. Dans ce cas-là, eh bien, il faudrait remettre en cause le principe cosmologique, soit globalement, soit plus localement, c'est-à-dire que notre univers, localement, aurait des déviations par rapport à un univers homogène et isotrope, et dans ce cas-là, eh bien, nos calculs de distance demandent des termes correctifs, et c'est simplement cela qu'on est en train de voir, et non pas un effet de l'énergie sombre. Donc voici les trois grandes hypothèses. Voilà. Dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est que quel que soit le résultat d'observation pour falsifier, pour tester, pour explorer ces hypothèses, on s'attend forcément à une révolution pour la physique. Une remise en cause de la relativité générale est une véritable révolution aux grandes échelles. L'introduction d'une nouvelle interaction est aussi une révolution pour la physique. Et la remise en cause du principe cosmologique, c'est bien une remise en cause, en fait, de la structuration, de l'organisation lui-même de notre univers, globalement ou localement. Donc, dans tous les cas, on sait qu'au travers l'analyse et l'exploration de l'origine de l'accélération de l'expansion se cache une véritable révolution pour la physique, vraisemblablement. Et donc, la question qui se pose, c'est comment va-t-on faire pour explorer cette énergie sombre ou la source de l'accélération de l'expansion. Alors, étant donné qu'on a une force attractive d'un côté, qui est la gravitation, et de l'autre une force répulsive s'il s'agit d'une interaction nouvelle de l'autre, qui serait l'énergie sombre, eh bien vous voyez que lorsque l'univers grandit,
étant donné que la quantité de matière dans cet univers est constante, si vous augmentez la taille de cet univers, la densité de matière diminue. Voilà. Par contre, pour l'énergie sombre, ce n'est pas du tout le cas, parce que s'il s'agit d'une énergie, effectivement d'une interaction nouvelle, il s'agit en fait d'une propriété intrinsèque de l'espace-temps. C'est un champ d'énergie qui est une propriété de l'espace-temps lui-même. Et donc, il n'y a a priori aucune raison que lorsque l'univers grandit, la densité d'énergie associée à l'énergie sombre diminue. Par conséquent, si vous attendez suffisamment longtemps dans un univers en expansion, la densité de matière va diminuer progressivement, alors que l'énergie sombre risque de rester relativement constante. Et à un certain moment, elle doit nécessairement dominer sur la matière. Donc, introduire dans un univers une énergie sombre responsable de l'accélération, ça signifie nécessairement qu'on va avoir dans l'histoire de l'univers un combat entre ces deux objets, la gravitation et l'énergie sombre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une troisième phase, qui est la phase dominée par l'énergie sombre, alors qu'auparavant, on était dans une phase dominée par la matière, c'est-à-dire la gravitation. Alors ce combat, quel impact il doit avoir sur notre compréhension de l'univers? Quelle est la conséquence immédiate? C'est que si aujourd'hui, notre univers est représenté par 25% de matière noire, 70% d'énergie sombre, eh bien, lorsqu'on va remonter le temps, on va se rendre compte que progressivement, notre univers, eh bien, la composante matière noire va largement dominer, alors que la composante énergie sombre va diminuer progressivement, voire totalement disparaître. Simplement parce qu'en relatif, dans un univers de plus en plus dense, lorsqu'on remonte le temps, la matière noire domine. Et à un certain moment, eh bien, en particulier dans l'univers qu'observe le satellite Planck en particulier, eh bien, la matière noire est très largement dominante et vous voyez que l'énergie sombre elle-même devient complètement négligeable. Donc vous voyez qu'en remontant le temps, on doit être capable, enfin on voudrait voir ces transitions, voir comment la contribution de la matière noire va dominer progressivement, celle de l'énergie sombre diminuer progressivement, et à quel moment les photons eux-mêmes vont dominer, c'est-à-dire au moment des observations du satellite Planck. Alors, quels sont les scénarios? On pourrait avoir un scénario de ce type, voir qu'il y a environ 13 milliards d'années, l'univers était dominé par la matière noire avec très peu d'énergie sombre en contribution. Aujourd'hui, voici où nous en sommes. Et dans 11 milliards d'années, dans certains scénarios, ici c'est un scénario à énergie sombre de densité constante, eh bien l'énergie sombre va très largement dominer, et dans 24 milliards d'années-lumière, eh bien l'univers serait complètement dominé par l'énergie sombre. À ce moment-là, la contribution des photons, des neutrinos, des atomes et de la matière noire devient totalement négligeable. Alors, quelle est la conséquence de cela? C'est que notre univers, dans ce cas-là, complètement dominé par quelque chose qui ne fait que l'accélérer, eh bien, risque d'avoir une histoire assez terrible. Alors, pour voir cette histoire, on peut comparer trois scénarios. Le premier, celui-ci, vous voyez, c'est un univers où la densité d'énergie sombre va diminuer au cours de temps. En particulier dans un univers où il y a très très peu d'énergie sombre et beaucoup de matière noire, eh bien cette énergie sombre va diminuer progressivement. La matière noire risque de dominer, et comme elle subit la gravitation, progressivement notre univers va se renfermer, retourner sur lui-même, pour passer par une phase de décélération, puis d'effondrement progressif vers ce qu'on appelle le Big Crunch. Voilà. Alors on a le temps, hein. Il faut attendre quand même quelques dizaines de milliards d'années avant que ça se produise. Alors maintenant, on peut avoir aussi le cas extrême, vous voyez, où on est dans une phase où l'énergie sombre augmente indéfiniment au cours du temps. Et si c'était le cas, la contribution de l'accélération devient gigantesque au bout de quelques dizaines de milliards d'années, à un point tel que cette interaction devient plus importante que les interactions fortes, les interactions nucléaires, les interactions au sein même des quarks, et toutes les particules vont se désintégrer sous l'effet de l'énergie sombre. On a un univers qui est vraiment en déliquescence totale, simplement parce qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à l'énergie sombre. Alors c'est un cas cataclysmique,
extrême, qu'on appelle le Big Rip, mais qui, compte tenu de nos observations actuelles, n'est pas interdit par les scénarios théoriques dont on dispose et des observations que l'on a pour les contraindre. Alors effectivement, après, il y a tous les modèles possibles que vous pouvez avoir au sein de cette bande-là. Il existe un cas critique où l'expansion pourrait ne jamais s'arrêter, mais les étoiles et les galaxies pourraient continuer à survivre, simplement parce que cette accélération, la croissance de l'accélération n'est pas assez élevée. Et dans ce cas-là, les étoiles et les galaxies pourraient survivre, mais comme l'univers reste en expansion accélérée, eh bien, de toute façon, compte tenu du fait que la vitesse de la lumière est constante, certaines parties de l'univers ne nous seront jamais accessibles. Donc, on ne les verra pas parce que l'univers accélère trop par rapport à la vitesse de propagation des photons. Donc, ces galaxies-là, même si elles existaient, on ne les verra jamais. Donc, vous voyez que les scénarios que l'on peut imaginer avec l'énergie sombre sont assez fascinants. Et toute la description de notre univers va dépendre en fait de notre compréhension de l'accélération de l'expansion. Alors maintenant, il faut qu'on sache quelle est la bonne hypothèse et comment on peut tester toutes ces hypothèses. Alors pour ça, il faut que l'on sache comment on va caractériser les propriétés de l'énergie sombre. Alors, c'est une difficulté parce que pouvoir caractériser cette chose dont on ne connaît pas la nature, eh bien, il faut en postuler certaines propriétés. Et la première propriété que l'on va postuler, c'est que l'univers étant vraisemblablement presque homogène et isotrope, lorsque l'on introduit une substance à l'intérieur, cette substance se comporte comme un fluide parfait, donc il n'y a pas de cisaillement au sein de cette substance, il n'y a pas d'expansion anisotrope d'un côté plutôt que de l'autre. Donc en gros, on a un fluide parfait. Et tous les fluides parfaits peuvent être caractérisés par ce qu'on appelle une équation d'état, qui est le rapport entre leur pression et leur densité. C'est une caractérisation que l'on fait pour l'ensemble des substances, que ce soit les gaz, mais les photons ou les neutrinos. On peut toujours caractériser globalement les propriétés d'une substance par son équation d'état, du moment que le fluide est un fluide parfait. Alors, lorsque l'on fait ça, eh bien, on sait caractériser les équations d'état des photons, mais aussi d'une multitude de composantes que l'on pourrait imaginer, simplement en calculant la pression et la densité. Alors on sait par exemple que pour la lumière, pour les photons, eh bien, le terme W vaut exactement 1/3. Pour les galaxies qui se propagent dans l'univers, eh bien, ce terme W vaut 0. Simplement parce que les galaxies se déplacent à 1000 km par seconde environ, ce qui est extrêmement faible par rapport à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Et donc, le terme de pression associé aux galaxies est complètement négligeable. Donc, l'équation d'état d'une galaxie, des galaxies dans l'univers, c'est W égale 0. Mais on sait le faire aussi pour toutes les autres propriétés, toutes les autres quantités que l'on pourrait imaginer dans cet univers. Alors ici, j'en liste quelques-unes, je ne suis pas là pour les décrire, mais simplement pour vous dire qu'on peut construire des modèles d'univers qui contiennent des structures étranges, comme les cordes cosmiques, les murs de domaine ou les textures, qui sont des fractures dans l'espace-temps d'un univers en création et expansion. Et on peut aussi caractériser ce terme W pour des modèles d'énergie sombre. Et ce que vous voyez là, qui s'appellent des quintessences ou k-essences, ces noms sont simplement des termes génériques pour caractériser un certain nombre d'énergies sombres que l'on pourrait modéliser dans l'univers. Alors, ces termes-là vous disent que le W d'ici est supérieur à -1 dans les deux cas, mais il y en a un où ce terme-là augmente au cours du temps et celui-là diminue au cours du temps. Parce qu'a priori, ce terme W, il n'a aucune raison d'être constant, il peut fort bien changer au cours du temps. Donc caractériser le terme W, c'est non seulement trouver quelle est sa propriété globale comme une constante, mais aussi d'observer si par hasard il change au cours du temps. Et tout l'objectif de nos observations, ça va être effectivement celui-ci, de déterminer ce terme W. Alors parmi ces termes W, il y en a un que vous connaissez peut-être, c'est W lambda égale -1, qui correspond exactement à l'introduction d'une constante cosmologique dans les équations qui caractérisent
la dynamique de l'univers et son histoire. Alors, la constante cosmologique avait été introduite au départ par Albert Einstein pour construire des univers statiques. Il voulait créer, il ne croyait pas à un univers en expansion ou en contraction, il pensait que l'univers était statique. Et pour ce faire, il a introduit une constante qu'on appelle la constante cosmologique, qui lui permet de rendre l'univers rigoureusement statique. De cette façon, Albert Einstein était content, il avait enfin un modèle d'univers qui correspondait à son intuition. Alors malheureusement, ces univers ont une mauvaise propriété, c'est qu'ils sont instables. Un univers comme ça ne peut pas rester statique, il va forcément à un moment ou à un autre, il va s'accélérer ou décélérer. Et de surcroît, on sait par les observations de Hubble que de toute façon l'univers est en expansion. Donc l'hypothèse d'un univers statique et la constante cosmologique a été abandonnée assez rapidement. Il se trouve qu'avec la résurgence de l'accélération de l'expansion trouvée par Perlmutter, Riess et Schmidt, eh bien, l'hypothèse d'une constante cosmologique revient à la mode parce qu'il est très facile d'introduire ce terme pour construire des univers qui, au lieu d'être en contraction, deviennent en expansion accélérée. Donc, introduire une constante cosmologique résout mathématiquement dans les modèles d'univers comment faire des univers qui sont en expansion accélérée. Donc, c'est un scénario théorique, mathématique simple à construire. La question pour un physicien, c'est quelle interprétation théorique, quelle interprétation physique donner à cette constante cosmologique. Et évidemment, la première intuition, elle vient en fait de la théorie des champs, qui nous dit que introduire une constante cosmologique, la constante cosmologique pourrait être en fait les fluctuations d'énergie du vide telles qu'elles sont prédites par la théorie quantique des champs. Alors, cette théorie des fluctuations quantiques du vide, elle nous permet en fait de calculer la densité d'énergie des fluctuations quantiques du vide et quelle serait la quantité d'énergie associée à ces fluctuations dans l'univers. Lorsque l'on calcule ce terme, on trouve environ 10 puissance 94 GeV à la puissance 4, donc c'est un terme énorme, parce que c'est des fluctuations de l'ensemble du vide de l'univers. Alors que quand on compare à la fraction d'énergie introduite par l'énergie sombre dans un univers en expansion accélérée, on trouve que la densité d'énergie associée à cette énergie sombre est de l'ordre de 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube, ou environ 10 puissance 54 GeV à la puissance 4. Donc il y a en fait 10 puissance moins 51, il y a 10 puissance 122 rapports d'amplitude entre l'énergie du vide telle qu'elle est produite par la prédiction de la théorie quantique des champs et la densité d'énergie qu'on observe dans l'univers qui est la source de l'accélération de l'expansion. Donc avoir 122 ou 123 ordres de grandeur de différence est évidemment totalement inacceptable, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la bonne explication. Alors on peut traiter le problème différemment en introduisant en particulier des particules supersymétriques dans la théorie standard de la physique des particules, mais même lorsqu'on fait ça, eh bien, il y a toujours un rapport de l'ordre de 10 puissance 58 entre la densité d'énergie du vide dans un modèle de théorie des champs avec particules supersymétriques et l'introduction de la densité d'énergie du vide telle qu'elle est calculée par l'accélération de l'expansion. Donc dans tous les cas, on est face à un énorme problème qui effectivement trace quelque part, vous savez, une révolution de la physique, c'est que si W valait rigoureusement moins 1, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une constante cosmologique, alors on est face à un véritable challenge pour l'astrophysique et la cosmologie d'un côté, mais aussi pour la théorie quantique des champs et la physique des particules, puisque les deux densités d'énergie diffèrent par 10 puissance 122 ou 123 en rapport de densité d'énergie. Donc il y a une énigme là, et vous voyez pourquoi c'est fascinant d'observer l'énergie sombre. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ces termes-là, vous voyez ici, vous disent que si vous voulez caractériser l'énergie sombre, eh bien en fait, il faut caractériser W. Tout l'enjeu, pour nous, ça va être de calculer les propriétés de ce terme W. Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il vaut rigoureusement moins 1, comme le prédit comme serait le cas d'une constante cosmologique? Ou bien est-ce que ce terme,
change au cours du temps. Et tout l'objectif, ça va être ça. Alors pour ça, eh bien, vous libérez l'accélération d'expansion aux théoriciens, et les théoriciens vous inondent de modèles théoriques qui pourraient être possibles et qui rendraient compte de l'accélération d'expansion. Alors, je ne vous inonde pas de milliers de modèles, mais je vous dis à peu près, voilà une description d'un certain nombre de scénarios où on calcule donc le terme W en fonction du temps ou du décalage spectral. Et là, vous avez donc le décalage spectral. Et voici, les courbes noires et bleues sont simplement des modèles d'évolution du terme W en fonction du décalage spectral. Et vous voyez que vous pouvez en construire autant que vous voulez, autant que votre imagination peut en construire. Et l'imagination des théoriciens, évidemment, est assez abondante. Et donc, on peut ici construire des milliers de modèles qui permettraient de scénarios qui nous donneraient en fait des termes W en fonction du temps ou du décalage spectral. Alors, on peut maintenant proposer ces modèles face aux observations dont on dispose aujourd'hui. Et lorsqu'on fait ça, voici les modèles qu'il reste. Donc, c'est la même figure que celle-ci, seulement tous les modèles qui sont là sont déjà éliminés par les observations dont on dispose. La distribution des galaxies dans l'univers, les effets de lentilles gravitationnelles, le fond de rayonnement cosmologique, tel qu'il est observé par WMAP et le satellite Planck. Grâce à toutes ces observations, eh bien déjà, tous ces modèles sont éliminés. Alors on peut se satisfaire, mais vous voyez en fait qu'il en reste quand même pas mal, et donc discuter ces modèles, ça reste encore un challenge. Alors, on va zoomer un petit peu cette partie. Voici la même partie. Maintenant, vous voyez là, ici, l'échelle. Ça vaut exactement 0,1. Donc, ici, vous avez W qui doit être 0,5. Il y a 0,1 d'écart par graduation que vous voyez là. Et vous voyez qu'un dixième de ce 0,1, c'est-à-dire 1% de variation, c'est l'épaisseur du trait. Donc, ça vous dit, en regardant cette courbe, que si vous voulez caractériser l'énergie sombre à partir d'une caractérisation de W, eh bien, il faut avoir des mesures qui ont en gros la précision de l'épaisseur du trait que vous avez là. Et compte tenu de l'entrelacement de ces modèles, eh bien, il faut avoir cette précision sur une grande base de temps, donc à plusieurs décalages spectraux. Donc tout l'objectif d'une mission qui voudrait caractériser les propriétés de l'énergie sombre, c'est d'atteindre une précision de W au cours du temps, et ensuite de faire ces observations par tranche d'univers, c'est-à-dire par tranche de temps. Et donc pouvoir mesurer avec cette précision tout au long de cet axe sur environ 10 milliards d'années-lumière. C'est ça l'objectif qu'on doit atteindre. Alors que sait-on maintenant avec les données observationnelles aujourd'hui? Alors pour ça, j'ai repris les observations de Planck. Planck, lui, est capable de calculer, compte tenu de toutes les observations dont il dispose, et en même temps des observations des supernovae, il est capable de nous dire quelles sont les contraintes actuelles sur W, en faisant l'hypothèse que W est caractérisé par un terme qui dépend du temps et un terme qui n'en dépend pas. Donc vous faites l'hypothèse que le W, sa dépendance temporelle, c'est en gros W égale W0 plus un tout petit terme qui dépend faiblement du temps. Voilà. Et lorsque vous faites ça, et que vous regardez les contraintes qu'apporte Planck, eh bien les voici. Voici les Planck plus d'autres observations actuelles, notamment les supernovae. Voici où nous en sommes. Et vous voyez que W égale moins 1 est toujours compatible avec ces observations. Par contre, ces observations vous disent aussi que finalement, il y a encore toute une panoplie de scénarios qui sont possibles, et il n'est absolument pas évident que W égale rigoureusement moins 1. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, c'est que ce scénario-là, il vous dit aussi qu'on dévie aussi en termes du terme qui dépend du temps. Donc non seulement W pourrait être rigoureusement différent de moins 1, mais il peut aussi changer au cours du temps. Rien ne l'empêche avec les observations de Planck actuelles. Et ça, c'est vraiment la chose fondamentale. Ça veut dire que grâce aux observations de Planck, on sait qu'il est hors de question, il n'est pas possible aujourd'hui de dire que W est constant, de dire que W vaut rigoureusement moins 1.
Ça reste compatible avec ça, mais vous voyez qu'il existe toute une panoplie de scénarios, et en fait, c'est une énorme panoplie de modèles qui pourraient expliquer l'accélération d'expansion de l'univers. Alors maintenant, que va faire Euclide? Eh bien, le satellite Euclide, la mission spatiale Euclide, son objectif, c'est de mesurer ces deux termes, celui-ci avec une précision en utilisant simplement les données d'Euclide, uniquement les données d'Euclide, d'obtenir sur ce terme-là une précision meilleure que 1%. Et en utilisant uniquement les données d'Euclide, d'obtenir sur ce terme-là une précision meilleure que 5%. Si on obtient ça, on aura ce fameux épaisseur du trait comme précision que j'ai évoqué tout à l'heure. Maintenant, ça c'est l'objectif d'Euclide, uniquement avec les données d'Euclide. Si on combine avec les données de Planck, on veut atteindre une précision 10 fois meilleure que ce que je vous ai écrit là. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas 1%, mais on cherche 0,1% de précision sur W0 et 1% sur WA. C'est ça l'objectif de la mission. Pourquoi? C'est parce qu'on veut non seulement caractériser l'origine de l'accélération d'expansion de l'univers, mais en même temps donner une caractérisation décisive. Donc pas sûre, parce qu'en physique on n'est jamais sûr de rien, mais décisive statistiquement. C'est-à-dire que si on vous dit ce scénario est compatible avec les observations d'Euclide, c'est une compatibilité extrêmement forte. Et les modèles qui sont exclus sont véritablement exclus. Il n'y a pas de remise en cause de l'exclusion de modèles. Et c'est tout l'objectif de cette mission, puisque pour obtenir ce type de précision, eh bien, il faut des observations de très haute précision. Alors la mission Euclide elle-même, eh bien, elle va caractériser ce combat entre l'histoire de la matière noire et l'histoire de l'énergie sombre. C'est véritablement son objectif, remonter le temps et voir comment la matière noire et l'énergie sombre se battent entre elles pour structurer l'univers aujourd'hui. Alors, pour ça, eh bien, on va regarder deux choses. D'abord, raconter l'histoire de l'expansion elle-même, comment la phase de décélération et d'accélération se produisent, à quel moment on décélère et à quel moment on accélère, et comment elle caractérise les propriétés globales de distance entre les objets. Donc ça, c'est l'histoire de l'expansion de l'univers. Et le deuxième, on va regarder comment l'univers se structure lui-même. Comment, à cause par exemple de l'effet de la gravitation, les objets s'accrètent les uns des autres. En s'accrétant, ils forment des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, des superamas et des grands filaments. Et cette structuration va dépendre effectivement de ce combat entre l'énergie sombre qui a tendance à tirer l'univers, donc à s'opposer à la formation des structures, et la gravitation qui a tendance à accréter les objets et donc à favoriser la formation des structures. Et donc, suivant le dosage de l'un ou de l'autre, eh bien, vous allez avoir une formation de structure qui est pénalisée ou bien renforcée. Et c'est ça que veut observer Euclide. Alors, pour voir la difficulté du problème, j'ai ici repris 5 simulations cosmologiques qui racontent exactement la même histoire. La seule différence, c'est que l'ingrédient qui est injecté dans les simulations est différent. Ici, vous avez un modèle qui contient de la matière noire, mais qui n'a pas d'énergie sombre, pas d'énergie noire. Ici, vous avez un modèle qui contient de la constante cosmologique. Voilà. Et là, vous avez des modèles où le paramètre W est différent, vous voyez. Donc W est négatif, moins 0,3, W est négatif, moins 0,8, et là un W de moins 0,6. Ce que vous voyez, c'est que la structuration de cet univers dans le détail, globalement, vous voyez à peu près les mêmes formes, mais quand vous regardez dans le détail, vous voyez très clairement des différences au cours du temps. Alors ces différences, en fait, lorsqu'on va remonter le temps, vont être de plus en plus évidentes. Vous voyez par exemple que ce scénario-là a un redshift, un décalage spectral de 2, donc on a largement dépassé 7 milliards d'années-lumière. Vous voyez que la structuration des objets compacts en particulier est complètement différente. Donc on va caractériser la structuration de cet univers à toutes les échelles. Aux échelles des galaxies, des amas de galaxies, des superamas, des filaments et des très très grandes structures. Et cette caractérisation par tranche de temps
C'est elle qui va nous dire de quel W il s'agit. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va caractériser ces effets justement de structuration et d'expansion. Alors, ce que vous a montré la figure précédente, c'est que les différences entre modèles, en particulier si on ne va pas trop loin, sont très difficiles à différencier parce que les effets de structuration sont infimes. Et donc, vouloir caractériser W, qui est une mesure de haute précision, ça impose d'observer aussi l'univers à haute précision pour pouvoir différencier dans le détail la structuration de cet univers. Et par conséquent, la mission Euclide, elle, veut mesurer avec très grande précision en utilisant des observations faites avec une très grande précision. Alors, pour ça, on va mesurer des effets qui sont infimes, c'est bien ce que je viens de vous dire, qui vont caractériser l'évolution de la distribution tridimensionnelle de la matière noire et des galaxies. On va observer les deux. On veut observer la matière noire et les galaxies. Et puis, on veut regarder la période de transition. Vous savez, cette phase entre une phase dominée par de la matière et la phase dominée par de l'énergie sombre. On veut observer cette transition parce qu'elle va aussi nous caractériser comment W évolue au cours du temps. Alors, pour faire ça, eh bien, il faut faire des observations pour mesurer des effets infimes. Donc, il faut de la statistique. Il va falloir observer des millions de galaxies. En fait, on va en observer des milliards. On va mesurer des effets infimes, donc il faut aussi de la très grande précision sur les instruments. Et il faut beaucoup d'objets, mais aussi une grande précision dans les mesures. On veut mesurer une évolution, donc il faut couper l'univers par tranches, donc il faut caractériser ses propriétés en fonction du décalage spectral, en remontant le temps. On veut caractériser la matière noire, et pour ça on va utiliser les lentilles gravitationnelles qui voient la distribution de la matière, quelle que soit sa nature. On va observer les galaxies elles-mêmes, indépendamment de la matière noire, et pour ça on va faire de la spectroscopie de galaxies, qui vont nous donner leurs propriétés des galaxies et leur distance, et donc leur distance tridimensionnelle. Et puis on veut observer les très très grandes échelles, qui sont les échelles où on doit avoir une déviation avec la relativité générale, comme théorie de la gravitation. Donc il faut observer les très très grandes échelles de l'univers pour voir ces déviations. Et puis on veut observer une période de transition entre la phase dominée par la matière et la phase dominée par l'énergie sombre. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on observe l'univers proche, entre un redshift 0 aujourd'hui et un redshift de 3. Alors 3, c'est un univers proche, toujours pareil, relativement au fait que Planck observe l'univers à z égale 1000. Donc pour nous, c'est encore un univers proche. Voilà. Donc vous voyez que les contraintes qu'on s'impose pour caractériser W, en fait, se transforment en des contraintes qu'on impose pour la mission spatiale qu'on veut construire. Alors, la mission spatiale Euclide consiste à envoyer un télescope dans l'espace qui va faire de l'imagerie visible, donc c'est-à-dire observer les objets avec une très très grande résolution, une très haute qualité d'image, qui correspond en gros à celle du télescope spatial Hubble, mais avec un champ 1000 fois plus grand. Et puis on va faire des observations en infrarouge, en photométrie et en spectroscopie. Alors pourquoi on veut faire ça dans le domaine infrarouge? C'est que pour observer la période de transition, il faut qu'on observe les galaxies entre redshift de 0 et redshift de 3. Or, à cause du décalage spectral, les propriétés caractéristiques spectrales des galaxies se décalent progressivement dans le rouge et passent dans l'infrarouge. Et donc, pour pouvoir observer des choses identiques dans les galaxies, aux galaxies proches, eh bien, il faut observer les mêmes choses, mais dans l'infrarouge à cause du décalage spectral. Donc il faut construire des instruments qui observent dans l'infrarouge. On va observer tout le ciel extragalactique, non pas tout le ciel, mais uniquement le ciel extragalactique. C'est celui qui n'est pas contaminé par d'autres sources de lumière, en particulier notre propre galaxie, qui est une source de lumière à cause des étoiles et des poussières de notre galaxie, et puis du plan de l'écliptique, qui est le plan du système solaire, qui est aussi contaminé par de la diffusion lumineuse. Et puis, on va observer la distribution de la matière noire à partir des effets de lentilles gravitationnelles qui déforment les objets, et mesurer la distribution des galaxies grâce à la spectroscopie. Et l'objectif, compte tenu de la précision dont on a besoin, donc qui définit la statistique, c'est de mesurer les effets de lentilles gravitationnelles sur 2 milliards de galaxies,
et mesurer les décalages spectraux, donc la distribution tridimensionnelle des galaxies dans l'univers, sur 30 millions de décalages spectraux. Donc voilà l'objectif qu'on s'impose. Et si on y arrive, eh bien, Euclide lui-même, qui dispose donc d'un spectrographe infrarouge, va observer l'univers dans ce créneau de temps, en gros entre 5 et 10 milliards d'années, et la distorsion gravitationnelle qui va observer l'univers proche, la matière noire, entre aujourd'hui et 5 à 7 milliards d'années. Et la zone de transition, telle qu'on la connaît aujourd'hui à partir des observations dont on dispose, nous dit que la décélération s'est déroulée dans cette période-là. Et vous voyez que la zone de recouvrement des observations en décalage spectral et en effet de distorsion gravitationnelle va porter exactement sur la zone où on attend la transition. Donc voilà comment est conçue cette mission Euclide pour pouvoir caractériser les propriétés de W. Alors, une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on va mesurer des décalages spectraux, mais si on veut mesurer des décalages spectraux, c'est essentiellement pour mesurer la distance des galaxies grâce au fait qu'il y a la loi de Hubble, mais ces galaxies elles-mêmes, elles peuvent se promener. Elles ne sont pas statiques dans cet univers. Pourquoi ? C'est parce qu'une galaxie qui voyage dans l'univers, dès qu'elle va voir un amas de galaxies à côté d'elle, eh bien, l'accrétion due à la gravitation d'un amas de galaxies va déporter la galaxie vers cet amas. Donc une galaxie dispose d'un décalage spectral qui exprime à la fois la distance et puis sa vitesse individuelle. Or, lorsque vous mettez un amas de galaxies quelque part, toutes les galaxies qui sont autour de cet amas de galaxies vont être accrétées par l'amas. Donc les vitesses individuelles des galaxies, ce n'est pas aléatoire. Elles sont cohérentes parce qu'elles s'orientent vers les endroits où se trouvent les zones les plus denses de l'univers. Et par conséquent, dans un univers qui évolue de cette façon au cours du temps, parce que vous voyez, c'est la structuration de la matière noire au cours du temps. Dans une simulation cosmologique, vous avez au départ une boîte homogène, telle que l'univers était il y a à peu près 13 milliards d'années. Voilà comment cette boîte se structure progressivement sous l'effet de la gravitation en particulier, tel qu'il serait il y a 10 milliards d'années, et voici comment il serait aujourd'hui. Or, ces structures qui se forment, eh bien, elles accrètent les galaxies autour d'elles. Et donc, toutes les galaxies vont avoir tendance à avoir des petites vitesses qui les orientent vers les zones très rouges qui sont les plus denses. Et ce champ de vitesse que vous voyez, lorsque vous allez mesurer le décalage spectral, vous allez mesurer ça, plus ce petit terme. Et ce petit terme, étant donné que c'est cohérent, parce que la matière elle est bien localisée à certains endroits, eh bien, elle va rendre cohérent le décalage spectral, alors que la distance des objets, elle, va nous structurer l'univers en 3D. Alors cette différence, elle a un impact, c'est que si vous mesurez la distance vraie des galaxies sans vitesse, voici comment apparaîtra l'univers. Chaque point représente en fait une galaxie dans un univers donné. Voilà. Et elles sont agglutinées sous l'effet de la gravitation. Mais maintenant, vous ne mesurez pas des distances, mais des décalages spectraux, qui sont contaminés par l'effet de distance plus la vitesse individuelle, qui déforment cette structuration pour en donner cette forme-là. Or, cette forme-là traduit les vitesses des galaxies, et les vitesses des galaxies, qu'est-ce qu'elles traduisent ? La gravitation. Donc, mesurer la différence entre ça et ça, c'est tester les modèles de gravitation de l'univers. Et comme là, on peut l'observer à des très grands décalages spectraux, on va tester cette chose-là aux très très grandes échelles. Voilà comment on peut tester les modèles scénarios de gravitation à partir de la distorsion qui existe entre une distance vraie et celle que vous mesurez en apparence par le décalage spectral. Et c'est un effet de pure gravité. Alors maintenant, il existe un autre effet de la gravité qui est c'est aussi une distorsion, mais qui s'appelle les distorsions gravitationnelles. Et celui-ci, il vient du fait que la relativité générale nous produit que toute présence de matière modifie localement la courbure de l'espace-temps, et en modifiant localement la courbure de l'espace-temps, elle modifie les géodésiques, c'est-à-dire les trajectoires de la lumière dans cet espace-temps, et au lieu d'avoir une trajectoire qui est purement rectiligne, la présence d'une courbure va modifier, défléchir les rayons lumineux. Et cette déflexion des rayons lumineux, c'est ce qu'on appelle le phénomène de lentille gravitationnelle. Et l'amplitude de cette déflexion, que vous voyez là, est directement proportionnelle
aux distances entre l'observateur et la lentille gravitationnelle, et la distance entre la lentille gravitationnelle et la source de lumière, comme un banc d'optique en optique classique. Et l'angle de déflexion que vous mesurez là, celui-là, lui, il est prédit par la relativité générale et il exprime directement la quantité de matière localisée dans la lentille. Donc, les lentilles gravitationnelles, une fois que vous connaissez les distances, mesurent directement où se trouve la masse, quelle que soit la nature de cette matière. On a une observation, on voit la lumière. On voit la matière, pardon, grâce à la lumière. Alors, ce phénomène, on peut le représenter sur cette simulation qui l'illustre parfaitement. Vous avez ici un champ qui représente en gros une distribution des galaxies telle qu'elle pourrait être observée par le télescope Hubble. Donc c'est une simulation, c'est pour ça qu'elles sont très belles, il n'y a pas de bruit sur ces images, hein, c'est une image purement simulée. Et puis maintenant, sur cette image, j'ai rajouté une lentille gravitationnelle entre les galaxies là et moi. Et vous voyez, en regardant cette image, vous êtes capable de me dire où se trouve la lentille gravitationnelle, vous êtes capable de me la localiser, vous pouvez même me dire à l'œil qu'elle est circulaire. Voilà. Donc vous voyez, simplement en regardant le champ cohérent de déformation des objets, vous reconnaissez les propriétés de la lentille gravitationnelle, et pas simplement la quantité de matière qui s'y trouve localisée, mais en plus, comment cette quantité de matière est distribuée. Voilà. Donc les lentilles gravitationnelles vous disent non seulement la quantité de matière noire qui existe dans l'univers, mais comment elle se distribue. Alors, ici, vous avez des phénomènes spectaculaires d'arc gravitationnel, voyez. Mais lorsque vous vous éloignez, vous voyez que le phénomène est de plus en plus faible. Il est de plus en plus faible, mais il est toujours présent. La gravitation n'a pas d'interrupteur. Elle marche à toutes les échelles. Donc, un objet qui est là subit l'effet de l'antigravitationnel de cet objet. Alors, vous ne le voyez pas à l'œil, mais imaginez maintenant que je trace un anneau gigantesque autour et que je fasse la moyenne des déformations de tous les objets localisés dans l'anneau. Même si le phénomène est invisible, en multipliant, en additionnant des milliers de galaxies, je vais voir le signal statistique apparaître. Et donc, les mesures de lentilles gravitationnelles que l'on mesure dans les amas de galaxies sont des phénomènes extrêmement spectaculaires que vous voyez là, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est les très très grandes structures de l'univers qui sont très très ténues, extrêmement peu denses, et pour ces phénomènes-là, il n'est pas possible de voir des arcs comme ça. Il faut statistiquement analyser le champ de déformation. De la même façon que si vous mettez un aimant sous une feuille de papier, que vous jetez de la limaille de fer dessus, vous allez voir le champ magnétique apparaître, même à très grande distance, par la cohérence de distribution de l'orientation de la limaille de fer. Et bien là, c'est pareil, c'est la cohérence de l'orientation et de la déformation des objets qui vont nous tracer la distribution de la matière noire. Alors, ce que ça signifie, c'est que, là encore, il s'agit d'une simulation qui trace les très grandes structures de l'univers. Tout ce que vous voyez en rouge sont les zones denses. Plus elles sont brillantes, plus elles sont denses. Et les zones les surdenses correspondent aux amas de galaxies, celles où vous voyez des phénomènes extrêmement spectaculaires comme celui-ci. Le reste, ce sont des phénomènes ténus, à tel point que les grandes structures, globalement, déforment les objets à environ, ça correspond à une déformation de l'ordre de 1%, que l'on veut mesurer avec une précision de 1%. Et les grandes structures de l'univers, en gros, correspondraient à prendre un ballon de football, bien sphérique, et ajouter une pièce de 1 centime d'euro dessus. Et ce que vous voulez mesurer, c'est l'effet de déformation du ballon en mettant une pièce d'1 centime d'euro. C'est ça qu'on veut mesurer. Et on veut le mesurer à 1%. Et pour ça, toute la difficulté de ces observations, c'est d'obtenir une telle précision. Alors, le télescope Euclide, eh bien, il va cartographier la distribution de la matière noire dans des boîtes en faisant 10 tranches de temps, entre un temps t égale 0 aujourd'hui jusqu'à 10 milliards d'années. Et il va reconstituer la distribution de la matière noire par tranche de temps. Et l'autre phénomène, les mesures de spectroscopie, vont reconstituer la distribution des galaxies et des champs de vitesse qui tracent la gravitation dans les mêmes tranches d'univers que celles que vont utiliser les lentilles gravitationnelles. Alors Euclide lui-même est un satellite, est une mission spatiale qui va disposer d'un télescope qui va faire de l'imagerie et de la spectroscopie.
C'est un télescope d'1,20 m qui sera lancé par une fusée Soyouz Fregat, donc depuis la base de Kourou, au second point de Lagrange, à environ 1 500 000 km de la Terre, exactement où se trouve aujourd'hui Gaïa, où se trouvent Planck et Herschel. C'est un point stable au niveau de la gravitation, c'est pour ça qu'on met énormément de satellites à cet endroit. Et le satellite donc, est lancé avec une Soyouz non standard, c'est une Soyouz Fregat, parce que le 3e étage de la fusée Soyouz Fregat dispose ici en fait d'un dispositif spécial qui permet d'envoyer un satellite à très très grande distance. Donc c'est une configuration de Soyouz qui est utilisée pour emporter des grosses masses très très loin par rapport à la Terre. Alors une fois qu'il sera lancé, eh bien voilà, il va cartographier le ciel pendant environ 5 à 6 années. Et là, vous avez en fait un scénario, c'est une simulation des observations d'Euclide. Vous voyez qu'il évite toutes ces zones. Il va couvrir environ 1/3 du ciel, 15 000 degrés carrés, en évitant toutes les zones qui subissent en fait des contaminations de lumière, soit par la galaxie, soit par le plan les poussières du plan de l'écliptique, du système solaire. Donc, toutes les zones que vous voyez sont a priori les zones les plus noires du ciel, de la voûte céleste. Et puis ensuite, étant donné que c'est un satellite, ce sont des observations spatiales, qu'on veut observer des déformations d'un ballon, vous avez vu, extrêmement faibles, il faut de la très haute qualité d'image, et cette très haute qualité d'image, on ne l'a pas au sol. On est obligé d'aller dans l'espace, parce que dans l'espace, on n'a pas les contraintes mécaniques d'un télescope, et puis on n'a pas la turbulence atmosphérique. Donc l'image, la qualité d'image est excellente, imbattable par rapport à ce qu'on peut faire au sol. Et puis comme on va observer dans l'infrarouge, vous savez que l'émission thermique de l'atmosphère et des optiques sont contaminantes, et il est extrêmement difficile de faire ces observations dans l'infrarouge au sol. On va observer 15 000 degrés carrés dans l'infrarouge, et si nous voulions faire ces observations avec le plus gros télescope infrarouge dont on dispose au sol aujourd'hui, qui est le télescope VISTA qui se trouve à l'ESO, sur le site du Paranal, il faudrait 640 ans. Donc il est impossible de conduire ces observations dans l'infrarouge si on ne va pas dans l'espace. Donc voilà, l'apport considérable d'Euclide, c'est la très haute qualité d'image qui va nous permettre de faire l'équivalent d'un télescope Hubble, mais avec un champ gigantesque, et le fait qu'on va observer dans l'infrarouge, ce qui est impossible dans... Voilà mon sauveur, je te remercie. Ce qui est impossible si on ne va pas dans l'espace. Désolé Jean pour cette interruption. Alors, maintenant le satellite lui-même, le voici, tel qu'il est conçu, c'est un télescope d'1,20 m. Le télescope lui-même est construit par Airbus Defence and Space, qui s'appelait auparavant Astrium. Il est construit Airbus Defence and Space à Toulouse. L'ensemble de la plateforme, ici, le module de service et l'écran, est sous la responsabilité de Thales Alenia Space en Italie. Les instruments scientifiques qui sont ici sont sous notre responsabilité, le consortium Euclide. Nous construisons les instruments et nous allons exploiter scientifiquement ces données. Donc voilà comment se répartit l'ensemble des grands systèmes de cette mission. C'est un télescope, vous voyez, qui va faire environ 2 tonnes, environ 4 mètres de haut pour 3 mètres par 3 mètres de dimension à la base, qui a besoin de 1700 watts en alimentation électrique, et puis qui dispose ici d'hydrazine pour, a priori, tenir 7 ans. Donc, normalement, la mission est prévue pour 5,5 années. On a 6 mois de marge prévue sur ces 5,5 années, mais la mission peut durer, compte tenu de l'hydrazine qui sera incorporée, 7 années. Alors, voici une description un peu plus détaillée du télescope et du module de service. Donc, ici, vous avez en particulier, sous cette base ici, les instruments sont ici, et toute l'électronique de commande du satellite et une partie de l'électronique de commande des instruments se trouve déportée en dessous la partie qui contient les instruments.
C'est un télescope d'1,20 m qui est en carbure de silicium. C'est pour ça que Airbus a été choisi. C'est que, compte tenu de la précision des mesures dont on a besoin, il fallait un télescope extrêmement stable thermiquement et mécaniquement, et il faut le faire en céramique. C'est pour ça que le télescope lui-même est fait en carbure de silicium. Et il se trouve que Airbus est le seul constructeur au monde qui a la technologie pour construire un télescope de cette taille, d'1,20 m en carbure de silicium. Donc c'est pour ça qu'Airbus, il y avait un autre compétiteur, et Airbus a été choisi par le fait qu'ils connaissent, ils maîtrisent la technologie de carbure de silicium. Alors voici une autre image. Voici le télescope une fois qu'il sera protégé de la lumière extérieure. Donc il est oblique simplement pour éviter la lumière solaire qui va se trouver de ce côté. Voilà. Voici un écorché du télescope lui-même. Alors maintenant, pour aller voir, juste en dessous se trouvent les instruments. Donc on va retourner cette partie. Voici retourner le télescope. Donc maintenant le télescope est en haut. Et vous voyez apparaître les instruments. Ici se trouve, ici et ici, se trouve en fait le spectromètre, le photomètre et le spectrographe infrarouge, ici, qui est complètement enfermé dans un réducteur focal. Et ici se trouve l'imageur visible que vous voyez ici. Cet imageur visible, lui, disposera de détecteurs CCD construits par E2V, alors que la partie infrarouge va disposer de détecteurs infrarouges qui sont construits, réalisés par Teledyne aux États-Unis. Alors, voici une description un peu plus détaillée. La lumière arrive par-dessous. Elle est renvoyée sur un certain nombre de miroirs que vous voyez là. Puis ensuite, elle est séparée au niveau du dichroïque que vous voyez là, qui renvoie la partie visible de la lumière vers l'imageur, vous avez, qui dispose de 36 CCD, 4000 par 4000 pixels. C'est la plus grande caméra au monde visible construite pour aller dans l'espace après celle de Gaïa. Et puis ici, vous avez un imageur infrarouge qui dispose de 16 détecteurs infrarouges 2000 par 2000 pixels, qui, elle, est la plus grande caméra infrarouge jamais envoyée dans l'espace. Alors, l'imagerie, voici en gros une simulation de l'image qu'on va pouvoir avoir, donc 36 CCD. Donc on peut zoomer progressivement. Vous voyez, le champ est en gros 3000 fois plus grand que le champ d'une image du télescope Hubble. Vous voyez, avec la cadence avec laquelle on va observer le ciel. Et évidemment, ça pose un gros problème en termes de masse de données, puisque on a à peu près 850 gigabits de données à transférer toutes les 24 heures, et on n'a que 4 heures de temps pour transférer ces données. Alors voici la qualité d'image attendue. Donc ça, c'est une simulation de la galaxie M51 que je pense que beaucoup connaissez. Donc telle qu'elle serait vue par le télescope de 2,40 m Sloan, qui construit le Sloan Digital Sky Survey. Et voici telle que Euclide va la voir à un décalage spectral de 0,1. Et voilà comment on verrait M51 Euclide s'il était à un décalage spectral de 0,7. Et ça vous montre que Euclide, indépendamment même de sa mission spatiale sur l'énergie sombre, c'est une masse de données phénoménale pour l'ensemble de la communauté astronomique. On va faire l'équivalent du Sloan, qui travaille en gros à un redshift inférieur à 0,05. On va le faire à z égale 0,7. Donc on va faire un super Sloan, mais au lieu de faire proche, ça va être à l'univers tel qu'il était entre 4 et 7 milliards et 10 milliards d'années. Alors voici une autre image qui illustre la qualité d'image en termes de lentille gravitationnelle. Il s'agit de la MAD Galaxy Abell 370. Voici une image obtenue au télescope Canada-France-Hawaï, la meilleure image obtenue sur ce télescope, qui est un télescope exceptionnel en qualité d'image optique. Le signe de cette image est de 0,7. Et voilà comment il va le voir grâce à Euclide. Donc vous voyez qu'on a quasiment la qualité d'image du télescope Hubble. Et en termes de spectroscopie, eh bien voilà, on va avoir 16 détecteurs, et voilà les spectres, parce qu'une des particularités de cette spectroscopie, c'est qu'on va la faire sans fente. Donc on installe des disperseurs, et on va faire les spectres de tous les objets qui se trouvent dans le champ. Alors évidemment, on va avoir énormément d'objets. On évite d'installer des pièces mécaniques, des fentes, surtout dans l'espace. Pour faire des milliers d'objets, c'est quasiment impossible. Mais du coup, les spectres vont se superposer, parce qu'on n'a pas de fente. Alors pour séparer
tous ces spectres qui vont se superposer, eh bien pour chaque champ, on fera 3 poses avec 3 orientations différentes, de façon à avoir les superpositions qui ne sont jamais les mêmes. Et ainsi, on va pouvoir extraire les spectres des objets qui se superposent. Et c'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir extraire tout ce signal. Alors, à l'issue de tout ça, si maintenant on regarde ce qu'on va obtenir en termes de contraintes sur l'énergie sombre, je reprends ici une des propriétés qu'on va regarder, c'est comment évolue l'histoire des structures dans l'univers en fonction du temps. Donc ici, on a le temps, le décalage spectral, et là, comment la structuration de l'univers change au cours du temps. Vous voyez ici les barres d'erreur actuelles. Et vous voyez ici les barres d'erreur qu'obtiendra Euclide simplement avec les données de spectroscopie. Et alors, vous en avez 3 à chaque fois, c'est en faisant l'hypothèse que vous obtenez 100% des données attendues par les hypothèses qu'on fait sur le télescope aujourd'hui. Si on n'a que 50% des données attendues, et si on obtient meilleur que 50%, qu'on est à 1,4 en termes d'efficacité par rapport aux prédictions. Et vous voyez que dans tous les cas, comparé aux scénarios d'énergie sombre qui sont répertoriés ici et qui sont des scénarios vraisemblables, eh bien vous voyez que l'on a effectivement une précision absolument fantastique pour séparer tous ces modèles. Alors, en particulier pour W et W0, donc en supposant donc que l'équation d'état peut s'écrire sous la forme d'un terme constant plus un terme qui dépend du temps, voici ces 2 termes-là. Voici les données de Planck aujourd'hui, avec des données sur les galaxies. Voici ce que va obtenir Euclide plus Planck, plus Euclide avec les distorsions gravitationnelles et les décalages spectraux des galaxies. Et vous voyez le gain considérable que l'on obtient en termes de précision. Alors maintenant, si on regarde le gain, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait obtenir mieux que le pourcent. Alors, on va obtenir dans cette configuration, qui est une configuration pessimiste, on fait comme si le télescope était en fin de vie. Il est dégradé parce qu'il subit des rayons cosmiques ou des choses comme ça. On prend le télescope tel qu'il sera en fin de vie et on suppose que c'est sa configuration pour toute la vie. Et dans cette configuration-là extrême, eh bien, on obtient 1,5% sur W et 15% sur WA en utilisant simplement les lentilles gravitationnelles et les décalages spectraux. Si on combine l'ensemble des données d'Euclide, eh bien, on va obtenir 5% sur W et 1% quasiment sur WP, qui était exactement ce qu'on voulait au départ. Et si maintenant on combine avec Planck, eh bien, on obtient presque, vous voyez, 0,1% pour WP et 3,5% pour le terme qui dépend du temps. Le gain par rapport à tout ce qu'on peut construire aujourd'hui et tout ce qui va être construit, c'est environ un facteur entre 50 et 100, donc qui était l'objectif qu'on s'était fixé. Alors à côté de ça, il existe aussi, parce qu'Euclide va collecter un monticule de données, il va y avoir une nouvelle révolution qui est indépendante de celle de la physique, c'est le fait qu'on va accumuler avec des qualités d'image correspondant au télescope Hubble l'ensemble du ciel quasiment. Alors quelle est la révolution attendue? Vous pouvez l'imaginer sur cette image. Ici, c'est l'accumulation historique des données du ciel accumulées par le télescope Hubble en 15 ans. Vous voyez, il atteint difficilement 10 degrés carrés. Au total, sur l'ensemble de toutes les observations faites par Hubble, la couverture du ciel est toute petite. Voilà. Ça, c'est ce que va obtenir Euclide en 1 an et en 2 ans. En 2 ans, on sera à 10 000 degrés carrés quasiment. Donc c'est une explosion de données, mais de données d'une qualité exceptionnelle. Et donc non seulement Euclide impacte sur la physique, la nouvelle physique associée à l'énergie sombre ou la gravitation, mais c'est aussi une masse de données considérable dont on ne connaît pas encore la portée sur probablement une trentaine d'années après le lancement, qui va couvrir 15 000 degrés carrés avec la qualité du télescope Hubble. Je m'arrête là parce que, pour ne pas rentrer en mode panique, et je vous remercie. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions, des commentaires dans la salle? Oui.
bonsoir, merci de cette présentation. Vous nous avez fait voir donc un ensemble de spectres assez important de pris par cette machine. Vous avez une idée de la résolution de la résolution spatiale? Oui. Alors, le pixel lui-même va faire 0,1 arc seconde. D'accord. Et la réponse impulsionnelle, la PSF, vous avez le signe, pas le signe parce qu'on n'est pas en... c'est environ 0,2 secondes. Alors, c'est 0,1 seconde par image. Maintenant, pour chaque image, on va faire des petits décalages, donc on aura une super résolution. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste savoir, est-ce que Euclide va pouvoir nous renseigner sur l'homogénéité, l'isotropie de l'univers, ou est-ce que ça va rester une hypothèse a priori pour pouvoir interpréter les résultats et calculer ce W? Non, effectivement, donc j'en ai pas parlé là, mais dans ce qui est capable de mesurer Euclide, il y a effectivement les propriétés d'anisotropie et d'homogénéité de l'univers. Ça fait partie de ces grands objectifs. Ce n'était pas prévu au départ qu'on puisse mettre ça en avant. Maintenant qu'on connaît mieux la mission, puisqu'elle est en construction en cours de réalisation, et la conception est terminée, on sait que ça va être un des grands objectifs de la mission, en particulier à l'IAP. On a une équipe qui va travailler en particulier sur ça. Et c'est certainement un des domaines où on va avoir le plus de surprises. W est égal à P sur ρ. Vous mesurez, j'imagine, P d'une façon et ρ d'une autre. Et donc, comment vous mesurez P et ρ? Alors, en fait, on ne mesure pas P et ρ exactement, on mesure les effets de P et les effets de ρ. Voilà. Étant donné que ces effets peuvent être difficilement discriminables l'un de l'autre, on accumule les observables complémentaires. Donc, pour éviter justement cette dégénérescence entre P et ρ, eh bien, on va observer avec 5 sondes, 5 méthodes d'observation différentes, qui sont les lentilles gravitationnelles d'un côté, la structuration tridimensionnelle des galaxies de l'autre, les effets de distorsion en redshift dont j'ai parlé, les amas de galaxies de l'autre, parce qu'on va avoir... Vous avez toutes ces structures extrêmement compactes, qui sont des objets très très denses, qui caractérisent en fait comment on forme des structures hautement non linéaires dans l'univers. Eh bien, on peut les caractériser en observant les amas de galaxies. Et puis, on va aussi observer les couplages entre les données de Planck et les données d'Euclide. Les données de Planck vous donnent l'univers à z égale 1000. Nous, on va voir l'univers entre z égale 3 et z égale 0 par tranche. Et donc, en couplant ces observations avec celles de Planck, on peut, parce qu'on se retrouve donc avec 5 méthodes d'observation différentes, qui sont complètement indépendantes, et bien grâce à ça, on va pouvoir différencier les effets qui proviennent de la pression et ceux de la densité. Alors, rigoureusement, ce n'est pas exactement comme ça qu'on fait. On reprend la description de la métrique de cet univers. La description d'une métrique nous caractérise quelles sont les propriétés des géodésiques d'un côté et quelles sont les propriétés du champ de gravitation de l'autre. C'est les géodésiques d'un côté, la propagation des faisceaux, et la gravitation de l'autre que l'on observe. Donc, ces deux sont aussi dégénérés, parce que la pression et la densité se traduisent par, en fait, au départ, par une géodésique différente et un champ de gravitation différent. Et c'est ça qu'on mesure. Alors, il se trouve que les lentilles gravitationnelles sont sensibles aux géodésiques, alors que les vitesses individuelles des galaxies sont uniquement sensibles au champ de gravitation. Voilà pourquoi on peut les découpler. D'autres questions, oui? Oui, j'ai deux petites questions. J'ai cru comprendre que le projet Euclide était essentiellement un projet français ou franco-européen. Est-ce que, au point de vue financier, quel serait le montant à peu près de l'opération et quelle serait la répartition pour le financement? Ça, c'est ma question purement économique, mais j'ai une autre question plus scientifique. Les grandes théories du début du XXe siècle se sont construites en fait en établissant une unité
par rapport à des observations qui avaient été faites et qui étaient incohérentes entre elles. Alors là, vous avez montré qu'il y a plusieurs modèles, vous avez introduit des tas d'entités, énergie sombre, matière noire, l'antigravitationnel, vous avez parlé des corps, enfin on parle de, etc. Je veux dire, les théoriciens ne sont pas à court d'imagination. Hein, ça me fait penser un peu aux épicycles dans l'ancienne astronomie pour essayer de rendre un modèle cohérent avec une idée préconçue. Est-ce qu'on peut espérer qu'après ce projet, on va retrouver une unité et qu'on va finalement sortir de toutes ces, je dirais, ratiocinations très théoriques? Voilà. Je réponds d'abord à la première. Alors, le télescope Euclide étant financé par l'ESA, c'est donc par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, d'accord? Et il est financé par l'ESA au raison des 2/3. Donc, à ce moment-là, l'ESA, c'est 23 pays qui payent une contribution qui est proportionnelle à leur PIB. Et donc, les grands contributeurs de l'ESA, eh bien, c'est la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc, c'est eux qui, par l'ESA, contribuent. Mais c'est une contribution ESA, voilà, pour 2/3. Reste 1/3 de la mission. Elle est financée par les agences spatiales nationales. Et c'est dans cette partie, donc de ce dernier tiers, que la France contribue à raison d'un peu plus de 30%, l'Italie un peu moins de 30%, l'Angleterre environ 15%, l'Allemagne environ 10%, et ensuite les autres pays. Donc, quand on parle de contribution française, on parle de cette contribution-là. Et vous voyez que c'est à peu près 30% de 30%. Voilà. Maintenant, il reste la contribution française à l'ESA. Donc voilà, en gros, comment se répartit ça. Maintenant, le coût du télescope, donc c'est le coût total, c'est-à-dire entre la conception, la réalisation, l'opération, l'exploitation, donc jusqu'à environ 2028 à peu près, c'est 1 milliard d'euros. Si vous comparez à des missions comme Planck ou Gaïa, Planck et Gaïa sont un peu plus chers, XMM aussi, mais ça reste une mission moyenne. Euclide est considéré comme une mission moyenne. Voilà. Alors maintenant, pour la deuxième question, évidemment plus dure. Alors c'est vrai, j'ai prononcé le mot épicycle au départ, parce qu'effectivement, ça ressemble, c'est indiscutable que ça ressemble à des épicycles. Et tant qu'on n'aura pas, en particulier, trouvé la matière noire, qui est quand même un énorme objet d'intérêt, y compris pour le LHC en ce moment, tant qu'on n'aura pas trouvé la matière noire elle-même, directement, on pourra remettre en cause cette idée même de matière noire. Alors, c'est vrai. Alors, il faut se revenir, vous savez ce qu'avait dit Étienne Klein. Hein, l'hypothèse atomistique, elle est née chez les Grecs. Il a fallu 2000 ans pour détecter les atomes. Donc, on peut avoir des hypothèses qui sont en fait, qui peuvent traîner pendant des milliers d'années avant qu'on arrive à les caractériser. Hein. Donc, malheureusement, il n'est pas possible de prédire à l'avance combien de temps il va falloir pour caractériser, déterminer les propriétés de la matière noire. Mais ça fait partie des très très grands enjeux de la physique actuelle. Et c'est vrai que plus on mettra de temps à la caractériser, à l'identifier, plus il y aura de gens sceptiques. D'accord. Mais ceci dit, il est extrêmement difficile, théoriquement, de remettre en cause l'hypothèse de la matière noire. Et ce n'est pas simplement à cause du fait qu'on a les courbes de rotation des galaxies qui nous disent, au lieu de descendre comme s'il n'y avait plus de matière, elle reste plate, laissant penser qu'on a de la matière invisible qui s'accumule dans les zones externes des galaxies. On le voit sur les courbes de rotation des galaxies. On le voit par les lentilles gravitationnelles, parce que les lentilles gravitationnelles, en gros, elles vous disent l'angle de déflexion, c'est la masse, divisé par un paramètre d'impact. Voilà. Donc, quand vous mesurez un angle de déflexion, vous avez directement la masse. Et quand vous faites le rapport entre la masse et la lumière, par cette méthode, vous trouvez 200. Donc, vous n'arrivez pas à expliquer cette chose. Voilà. Alors, dans ce cas-là, la seule alternative, c'est si vous êtes obligé de mettre de la matière noire, ou bien vous êtes obligé de remettre en cause la théorie de la gravitation sous-jacente. Il n'y a quasiment pas d'alternative à ça. Alors, vous pouvez aussi remettre en cause des observations des lentilles gravitationnelles et des courbes de rotation, mais même ça pose un problème parce que si vous tentez de construire un univers qui ne disposerait que de matière normale, aujourd'hui, dans un univers en expansion, il n'est pas possible de former les galaxies à temps pour qu'on existe. Parce que lorsque vous mettez de la matière qui subit la pression comme la nôtre, la pression, elle s'oppose à la gravitation.
plus vous allez accréter, plus la pression va s'opposer à la formation des structures. La matière noire, elle est sans pression. C'est ça le cœur de ça. Et donc, quand vous avez la formation de quelque chose, il n'y a aucune pression qui s'oppose à la formation des galaxies. Et vous pouvez former les galaxies très tôt. Si vous ne mettez pas ça, vous formez des galaxies tellement tard que nous-mêmes, on a du mal à exister, et on ne devrait pas voir des galaxies aussi lointaines qu'à des redshifts 5, 6 ou 7, voire 8 aujourd'hui, presque 10. Ça ne devrait pas exister. Donc, ce n'est pas simplement les observations des lentilles gravitationnelles ou des courbes de rotation, c'est même la construction de la théorie de la formation des structures qui n'est pas compatible avec l'absence de matière noire. Donc, c'est tout ça qui vous... Donc, ce n'est pas qu'on a prouvé la matière noire, c'est qu'on a un faisceau de présomption qui vous pousse à penser que la matière noire est là. Et c'est pas, en ce sens, c'est un épicycle, mais la différence avec les épicycles de Ptolémée, c'est qu'ici, on introduit des faisceaux de présomption, pas simplement une reconstruction d'un phénomène. C'est tous les phénomènes qu'il faut tenter d'expliquer simultanément. Et sans matière noire, c'est quasiment pas possible. Maintenant, l'énergie sombre, eh bien, on va être confronté au même problème. Sauf qu'effectivement, il ne s'agit pas de matière, ce n'est pas de la matière noire, ce n'est pas la gravitation qui domine, c'est une interaction réelle. On va être confronté exactement à la même source, aux mêmes sources de difficultés. Pour le moment, on n'a pas d'alternative autre que ceci pour caractériser cette énergie sombre. Voilà. C'est simplement l'observation de l'univers dans son entier qui peut nous caractériser, simplement parce que l'énergie sombre, c'est une propriété intrinsèque de l'espace-temps. Et donc, on ne peut pas, vous voyez, isoler un morceau d'énergie sombre et dire je vais le mesurer en laboratoire. Ce n'est pas possible. C'est ça toute la difficulté. Et maintenant, est-ce qu'on va être capable, dans 20 ou 30 ans, de vous dire, voilà, elle est là et ça ne peut pas être autre chose? C'est un peu présomptueux de dire ça. Vous savez bien qu'en physique, on croit que c'est acquis et puis 30 ans plus tard, c'est remis en cause. Donc, les deux, que ce soit énergie sombre et matière noire, on a un faisceau de présomption phénoménal. L'énergie sombre, on accumule les faisceaux de présomption en ce moment et on a énormément de mal. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'univers est en expansion accélérée. Voilà. Et vous voyez que quand je vous discute Euclide, je vous dis Euclide est chargé d'expliquer pourquoi l'univers est en expansion accélérée, de caractériser cette accélération et de là caractériser la source de l'accélération. Et ça se fait en 2 étapes. Voilà. Et il est tout à fait possible qu'on ait une caractérisation extraordinaire des propriétés de cette accélération d'expansion, y compris la phase de décélération et d'accélération, mais qu'on n'aboutisse pas à la fin à une hypothèse unique sur la source de cette accélération. Bien, peut-être une dernière question? Est-ce qu'on peut imaginer des découvertes au LHC dans les années qui viennent ou dans d'autres observatoires spatiaux qui vous fassent modifier Euclide en catastrophe en 2017 ou 2018 à cause de choses récentes? Est-ce que c'est prévu? Alors, justement, toute la difficulté de la mission spatiale Euclide, ça a été de concevoir une mission qui ne pouvait pas avoir de compétiteurs sur une échelle de 20 ans. Alors, c'est toujours très dur. Très dur parce qu'il peut y avoir une découverte absolument fantastique, soit d'un nouveau type de détecteur, soit d'une théorie nouvelle qui permet d'expliquer les choses. Et donc c'est extrêmement difficile de prétendre construire une mission. À coup sûr, il n'y aura pas de compétiteur. Donc, par contre, ce que l'on sait, c'est que trouver un compétiteur à Euclide sur les 20 ans sera extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Les seuls compétiteurs actuels de la mission Euclide, c'est le LSST, qui est un Large Synoptic Survey Telescope, qui est un télescope au sol, qui va être un télescope de la classe des 10 mètres, et qui veut faire des effets antigravitationnels, mais au sol. Et évidemment, la barrière à laquelle il va être confronté, ce n'est pas la précision d'une mesure, c'est les effets systématiques associés à cette mesure. Toutes les erreurs qui font que vous mesurez mal les choses. Voilà. Et là, il ne peut pas y avoir d'alternative à Euclide, et même le LSST convient qu'il ne peut pas être plus précis qu'Euclide. Et actuellement, les discussions avec le LSST, c'est comment utiliser des données Euclide pour calibrer les erreurs du LSST. Donc,
pour ça, c'est très difficile. Par contre, le LSST, c'est un télescope absolument unique au monde pour observer le temps. Parce que c'est un énorme collecteur qui va prendre une image toutes les 15 secondes du même ciel. Donc il va, lui, plutôt suivre tous les phénomènes temporels. Maintenant, les effets de l'antigravitationnel, il est impossible qu'il soit meilleur que LSST. Ce n'est pas possible, simplement parce que Euclide est un télescope qui est conçu pour les lentilles gravitationnelles en amont. C'est sa conception même. Voilà. Et il est dans l'espace, en carbure de silicium. Maintenant, il y a des télescopes qui sont en discussion, comme le WFIRST aux États-Unis. Vous savez que l'armée américaine a donné un miroir de 2,40 m à la NSF pour construire un nouveau télescope en astronomie. C'était un télescope de l'armée, des militaires, qui n'ont pas utilisé, donc ils l'ont donné à l'astronomie. Et ce télescope, il va être envoyé dans l'espace, c'est une discussion actuelle, il n'est pas financé encore ce projet, qui veut faire l'équivalent d'Euclide, mais au lieu d'avoir un grand imageur dans le domaine visible, il veut utiliser un grand imageur dans le domaine optique, dans le domaine infrarouge. Mais ce télescope-là, d'abord, il n'est pas construit, ensuite, il ne veut pas couvrir 15 000 degrés carrés, il veut couvrir 2000 degrés carrés. Donc sa science, ce n'est pas la même. Et même si vous voulez faire la même science, les obstacles technologiques associés aux détecteurs infrarouges eux-mêmes ne sont pas résolus. Pourquoi? Parce qu'en particulier, vous savez, un détecteur CCD, c'est des petits carrés, et qu'on appelle des pixels, qui collectent la lumière. Et il se trouve que chaque petit carré, dans le domaine optique, le carré, la lumière à l'intérieur du carré se distribue uniformément. Donc, quand la lumière qui tombe sur ce carré, quelle que soit la position du carré, c'est toujours la même probabilité qu'un photon tombe dessus. Donc, le carré, il est uniforme. Voilà. En infrarouge, ce n'est pas du tout le cas. La réponse à l'intérieur même d'un détecteur change. Ce qui fait que si vous voulez mesurer des formes de galaxies, il faut que vous connaissiez tous les termes correctifs par pixel de chaque élément de détecteur. Et on est en train de parler de centaines de millions de pixels. Donc il faudrait caractériser la centaine de millions de pixels simplement pour connaître la réponse à l'intérieur de chaque pixel. Et ça, on ne sait pas faire. On sait pas, non seulement on ne sait pas faire technologiquement caractériser 100 millions de pixels, mais en plus, il va falloir faire l'hypothèse que c'est stable au cours du temps. Or, quand vous envoyez un télescope dans l'espace, qui va rester plusieurs années, il n'y a aucune raison que cette réponse, si elle varie, elle soit stable au cours du temps. Donc, pour le moment, il n'y a aucun compétiteur clair. Et de surcroît, même WFIRST, actuellement, l'idée, c'est de l'envoyer à l'horizon 2025, c'est-à-dire 5 ans plus tard qu'Euclide. Donc, pour le moment, on est plutôt sans prétention, on est plutôt confiant. Voilà. Bien, je vous propose d'arrêter là. Merci d'être venu et bonne soirée.